Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Kirsten Burns et je suis la directrice des opérations avec l'Association canadienne pour la santé mentale de New Brunswick ou la CSM du NB. Aujourd'hui, on va parler à propos de la santé mentale puis la résilience. Je suis dans un environnement confort et relax et je vous invite de prendre un café ou quelque chose à manger, puis trouver une place confortable, puis joindre la conversation à propos de la santé mentale avec moi. Vous verrez que de temps en temps, moi, je se rapproche à l'écran. Moi, je suis légalement aveugle, mais je veux assurer que vous avez toute l'information que je pourrais vous offrir. Alors, lorsqu'on parle à propos de la santé mentale, il y a des statistiques puis d'autres informations sur l'écran, mais moi, je vais lire de temps en temps les définitions. Mais au que ça, je vous invite de prendre des questions puis contacter nous autres si vous avez des questions que vous voulez parler à propos aussi. Alors, juste pour discuter des statistiques, généralement, on dit qu'une personne sur 3 aura une expérience de la santé mentale ou un problème de santé mentale durant la cours de leur vie. Puis 1 sur 5 personnes vont avoir une expérience d'un problème de santé mentale cette année seule. Aussi, lorsqu'on parle à propos de la santé mentale, même au niveau de la travail, généralement, il y a 500 000 personnes ou une moitié d'1 million de personnes chaque semaine au Canada qui manquent le travail dû à un problème de santé mentale. Cela, ça pourrait être le stress, l'anxiété, d'autres sortes de problèmes de santé mentale. Pour des personnes, ça pourrait être même le deuil ou juste même pas la motivation ou l'habilité de concentrer, puis ils ne peuvent pas se rendre au travail. Ceci, c'est des fois un défi pour les personnes parce que généralement, les places d'emploi ont les journées de santé physique qu'on pourrait prendre pour un congé, mais il n'y a pas toujours les employeurs qui ont des journées de santé mentale qu'on pourrait prendre comme congé. Nous autres, à la CSM par exemple, on a changé nos politiques dès qu'au lieu d'avoir des congés de santé physique ou des congés de santé mentale, on a juste les congés de santé. Alors, soit que tu as une journée difficile, tu peux prendre quelque chose pour physique ou mental, mais c'est ton choix parce que c'est ton santé. Aussi, lorsqu'on parle à propos de la santé mentale, généralement, on voit que 30% de toutes les demandes d'invalidité sont au sujet de la santé mentale. Mais de toutes ces demandes pour ça, puis les besoins d'invalidité, 70% de les coûts au niveau de ces demandes, c'est au niveau de la santé mentale. Alors, vous voyez que même s'il y a moins pourcentage des demandes qui sont au niveau de la santé mentale, le coût, c'est vraiment plus grand. Aussi, généralement, on dit qu'il y a un coût de 51 billions de dollars par année qui est un coût pour l'économie dû à la maladie mentale. Alors, comme ça pourrait être le manque de travail, le manque de productivité. Ça pourrait aussi être les ressources qui en a besoin pour prendre soin des personnes à long terme, les services plus intensifs. Mais c'est une grande demande sur l'économie sans avoir les ressources pour vraiment adresser le problème. Aussi, une autre statistique importante pour discuter, c'est estimé qu'environ 70 à 80% des visites à un médecin primaire, c'est dû à un problème de santé mentale ou le stress. Généralement, on pense que lorsqu'on va à un docteur parce qu'on a mal à la cœur, peut-être on a des difficultés à respirer, pour des personnes, c'est des mal à la tête ou d'autres choses comme ça. On va là, puis on pense que peut-être on a une maladie physique, quelque chose qui passe, on ne sait pas. Mais généralement, beaucoup de ces symptômes, qu'on va parler plus tard, sont vraiment reliés à la maladie mentale ou la santé mentale. Puis finalement, peut-être une des statistiques les plus importantes, c'est que 5 sur 5 personnes ont la santé mentale.
Ça fait beaucoup de stigma encore qui est relié à la maladie mentale puis la santé mentale. Puis il n'y a pas toujours les personnes qui comprennent la différence. Puis on va parler à propos de ça bientôt. Mais on a toute la santé mentale. Puis comme ça, c'est toujours important pour tout le monde, à n'importe âge, à n'importe démographie, pour parler à propos de la santé mentale. Parce que, juste comme la santé physique, on a besoin de continuer à prendre soin de notre santé mentale pour faire sûr que ça continue d'être la santé mentale bien ou saine. Alors, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, généralement, on décrit ça comme un état de bien-être. Juste comme on a la santé physique, on a la santé mentale. Puis il ne peut pas être du santé sans la santé mentale. Alors, lorsqu'on parle à propos de notre santé, ça change toujours, comme notre santé physique. Alors, de temps en temps, si on a une mal à la tête, si moi, je tombe et j'en casse mon bras ou mon jambe, si peut-être je suis diagnostiquée avec le cancer ou une autre maladie, ça change l'état de mon santé physique. Puis comme ça, on peut avoir des différences puis des changements de notre santé mentale aussi. Alors, des jours, ça pourrait être bien ou optimal, puis des fois, ça pourrait être moins optimal. Alors, comme ça pourrait être si moi, je suis fatiguée, j'ai la difficulté à concentrer, peut-être j'ai des conflits que je suis en train d'adresser. Ça pourrait aussi être, j'ai pas autant de temps que j'ai besoin pour accomplir toutes les choses que j'ai besoin de faire. Pour d'autres personnes, ça pourrait être les troubles au travail. Mais lorsqu'on a des problèmes de santé mentale ou même des changements de la vie, ça peut créer les différentes situations qui changent notre santé mentale. On pense des fois aussi que c'est toujours les choses négatives qui prennent place qui affectent notre santé mentale. Mais la réalité, c'est que même les événements positifs peuvent ajouter des stress sur nous autres. Alors, si jamais que tu as acheté une maison, que tu sais que des fois c'est quelque chose d'excitant qu'on fait, mais aussi en même temps, c'est un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis, il y a des changements dans la finance, il y a des changements d'autres parts de nos vies. Si jamais on grandit nos familles, on a un bébé, on fait graduer l'école, on a besoin de trouver c'est quoi qu'on fait prochainement. Il y a toujours des choses positives, mais il y a aussi des changements. Puis pour des personnes, ça n'affecte pas aussi beaucoup avec le stress. Pour d'autres personnes, ça affecte avec le stress. Mais comme ça, vous voyez que c'est comme une ligne, comme un continuum. Alors, lorsque notre santé mentale, ça change, aussi, on change sur la ligne ici. Alors, ça ne veut pas dire que si on se sent stressé, on va rester sur une certaine pointe sur le continuum. Ça change toujours. Puis, on veut généralement qu'on reste plus haut sur le continuum, avec la santé mentale plus optimale. Mais de temps en temps, on se trouve plus bas. La chose importante, c'est que lorsqu'on trouve que notre santé mentale est affectée par des changements, on essaie de faire les choses pour promouvoir notre santé mentale optimale, puis retourner plus en haut. Alors, lorsqu'on parle à propos de ce qui s'influence, j'ai déjà parlé à propos d'un couple de facteurs, mais il y a aussi des facteurs encore plus importants pour discuter. Alors, comme la résilience, comme j'ai dit avant, les choses affectent tout le monde dans une manière différente. Alors, ça peut être la manière que nous autres, on s'adresse au stress. Ça peut aussi être déterminé par le temps d'expérience qu'on a déjà dans la vie. Si moi, je suis quelqu'un qui a vraiment atteint des différents défis de ma vie, puis j'ai trouvé des différentes ressources pour s'adresser au stress, des fois, ma résilience peut-être est plus haut. Mais pour les autres personnes qui n'ont pas aussi beaucoup de ressources ou stratégies pour combattre le stress, leur résilience peut être pas aussi forte. Mais aussi, ça dépend de beaucoup de différents facteurs comme le réseau de soutien que vous avez. Avez-vous des personnes qui vous donnent le soutien? Avez-vous les stratégies? Avez-vous jamais parlé à propos de la santé mentale, vos connaissances? On a aussi l'équilibre de nos vies. Il y a encore aujourd'hui plus et plus qu'on a besoin de faire, puis moins et moins de temps pour la faire.
Généralement, quand on parle même au travail, il y a des statistiques maintenant qui nous démontrent que les personnes qui travaillent généralement peuvent être au travail au moins 10 heures plus par semaine cette année que même 20 années passées. Alors, ça, c'est 10 heures par semaine quand on fait plus de travail, puis moins de temps avec nos familles ou dans les choses qui nous donnent du bien-être. Alors, ça change l'équilibre de la vie aussi. Il y a des personnes, l'équilibre de la vie peut être lié aussi à leur responsabilité familiale. Pour d'autres personnes, c'est lié à d'autres responsabilités, soit dans leur travail bénévolat ou d'autres places de leur vie. Mais si on n'a pas l'équilibre de la vie, soit du travail puis personnel, ça change la manière qu'on peut se combattre le stress aussi. Alors, si on voit des fois que nous sommes un peu stressés, c'est important de aussi se sensibiliser, c'est quoi le niveau de mon équilibre. D'autres choses qui affectent la santé mentale, c'est la sensibilisation. Il y a des fois des personnes qui même ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont des troubles de santé mentale parce qu'ils ne sont pas sensibilisés aux signes, aux symptômes qui nous donnent une signe que peut-être on ne va pas bien. Alors, de se sensibiliser soit à les symptômes, soit à ce quoi la santé mentale et la maladie mentale ou les problèmes de santé mentale, puis comment on s'adresse le stress. Le plus qu'on fait ça, le plus de résilience aussi peuvent se grandir. Faire preuve de la compassion et prendre soin de nous-mêmes. Alors, on parle beaucoup de la média, dans la société, à propos de comment prendre soin de nous autres. Puis on parle plus à propos de ça. Mais cela, c'est pas justement pour aller pour un massage ou aller au spa. Puis les choses comme ça, ils sont tellement bien pour nous autres. Mais de prendre soin de nous autres, puis de se donner du compassion, c'est des fois juste d'être gentil avec nous autres. De s'accepter que des fois, ça va pas bien. Des fois, qu'on fait des erreurs. Des fois, qu'on a besoin de même juste prendre une journée de reste. Ça peut des fois, quand on est plus productif, notre santé mentale serait meilleure si on prend du temps pour juste dormir ou rester chez nous ou prendre du temps pour nous-mêmes. Aussi, de prendre soin de nous autres, ça aussi attaché à la santé physique, à la santé spirituelle. Ça peut être aussi même la santé financière, tous les différents aspects de la bien-être. Alors, les différentes étapes qu'on peut prendre pour prendre soin de nous-mêmes, ça aussi affecte notre manière qu'on peut gérer le stress et aussi attaché à les influences de notre santé mentale. D'avoir une attitude positive, c'est pas nécessairement que tout va bien, puis tout est magnifique, puis il n'y a jamais pas des choses qui vont mal. L'attitude positive, c'est que lorsque les choses ne vont pas bien, que peut-être on peut trouver les manières pour surmonter ça. Alors, c'est pas juste que toutes les choses qui arrivent ne sont pas surmontables. Alors, c'est important de vraiment prendre du temps pour trouver les manières de résoudre les problèmes ou d'avoir l'attitude positive, même juste d'avoir l'espoir que les choses vont changer. Aussi, la pleine conscience. La pleine conscience est basée sur la recherche puis la science. Lorsqu'on parle à propos de la pleine conscience, c'est d'être présente où est-ce que nous sommes. Alors, plus qu'on peut faire ça, plus qu'on a une plus forte résilience, puis notre santé mentale serait meilleure en face à des défis de santé mentale aussi. L'estime de soi, c'est important, puis aussi la santé physique. La santé physique est vraiment liée à la santé mentale. Vous voyez, lorsqu'on a des fois des maladies physiques ou des défis physiques, on voit aussi les liens à les défis ou les problèmes de santé mentale. Comme ça peut être le stress, la dépression, l'anxiété, même le sentiment de peur, d'autres choses comme ça. Puis, lorsqu'on prend plus de soin en santé physique, ça change la chimie de notre corps. Puis, ça peut nous aider à promouvoir notre santé mentale. Alors, c'est quoi la maladie mentale? La maladie mentale est une maladie
comme une maladie physique qui peuvent être diagnostiquées. Un diagnostic, c'est donné par rapport à une présence des symptômes qui peuvent être identifiés par un professionnel de médecin ou soit la personne qui travaille avec le professionnel. Un diagnostic, c'est donné par un professionnel de médecin. Il y a des différentes maladies mentales comme la bipolaire, la dépression, l'anxiété, la schizophrénie. Puis, généralement, lorsqu'on parle à propos de la maladie mentale, les unes les plus courantes qu'on parle à propos, c'est la dépression et l'anxiété. Puis, vraiment, ceux-là sont les plus courants pour tout le monde. Mais aussi, les autres, comme la bipolaire et la schizophrénie, généralement, il y a une estimation que c'est une personne sur 100 qui ont une expérience, une maladie mentale, de soit schizophrénie ou bipolaire. Il y a autres maladies mentales aussi. Il y a un grand nombre. Mais ce n'est pas aussi beaucoup parlé dans soit les médias, la culture, la société, aussi beaucoup que les maladies physiques. Mais juste comme les maladies physiques, c'est ça, c'est une maladie. Puis, ce n'est pas quelque chose de négatif à propos de la personne, ça ne définit pas la personne. C'est une expérience des différents symptômes que la personne a besoin de trouver une manière pour s'adapter, juste comme une maladie physique. Si moi, je casse mon bras, j'ai besoin de porter quelque chose jusqu'au temps que... sorry, I'm going to go back for a second. Par exemple, si moi j'ai le diabète, j'ai besoin de s'adapter à mon bien-être pour prendre plus de soin de ma santé physique. Peut-être ça a dû faire d'exercice ou d'autres choses, mais moi, je s'adapte mon bien-être pour être capable d'avoir la bonne santé physique, même avec ma dépression, mon diabète, je m'excuse. Alors, lorsqu'on parle à propos d'un continuum de la maladie mentale, c'est important de noter, c'est pas qu'on a un continuum de sévérité dépendant de la diagnostic, parce que généralement, il y a des diagnostics qu'on voit comme plus intensive ou plus sévère, peut-être comme la schizophrénie, qu'on voit beaucoup dans les médias comme c'est plus intensif, ou les symptômes sont plus sévères. Puis peut-être on voit que l'anxiété est moins sévère parce qu'on parle à propos de ça plus courant dans les médias. La réalité, c'est pas que c'est le diagnostic qui définit l'expérience de la maladie de la personne. C'est vraiment les symptômes que la personne a l'expérience de qui démontrent où est-ce qu'on est sur le continuum. Et des fois, les personnes n'ont pas aussi beaucoup de symptômes. Pour des personnes qui peuvent gérer le stress, puis peuvent s'adresser les symptômes, puis suivre un traitement qui aide, puis marche pour eux autres, on peut voir que les personnes sont plutôt sur le continuum où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes ou même pas de symptômes du tout. Alors, ils peuvent être des personnes, soit avec l'anxiété ou la schizophrénie ou la bipolaire ou d'autres, qui sont sur ce côté de la continuum. Alors, lorsqu'on parle à propos de la maladie mentale, puis les facteurs qui peuvent augmenter ou influencer nos chances d'avoir l'expérience d'une maladie mentale, il y a un couple de différents facteurs. Puis, c'est important de noter que même si nous autres, on se trouve dans les facteurs ici, ça ne dit pas qu'on va avoir une maladie mentale ou l'expérience d'une maladie mentale. C'est plutôt, ça juste augmente nos risques. Alors, premièrement, c'est le déséquilibre de chimie de nos corps. Nous avons tout un équilibre dans nos corps qui règle les chimies qui nous affectent à l'humain, qui affectent notre manière de penser, nos différents symptômes physiques et mentaux aussi. Alors, lorsqu'on n'a pas l'équilibre dans nos corps de chimie, ça change la manière qu'on voit le monde. Ça change la manière qu'on peut communiquer avec d'autres personnes et l'environnement autour de nous autres. Alors, lorsqu'on a un plus grand déséquilibre, puis nos corps n'est pas capable sur soi-même de trouver l'équilibre, ça peut augmenter la chance d'avoir l'expérience d'une maladie mentale. Aussi, généralement, ça peut aussi être les caractéristiques et les comportements. Ça aussi peut être la consommation des drogues ou l'alcool. Alors, généralement, il y a des stigmas environ les différentes drogues. Puis, on entend des fois, la personne a la schizophrénie, par exemple, parce qu'il a pris des drogues. Mais la réalité, c'est que
c'est pas nécessairement les drogues qui causent ça, mais les symptômes du psychose ou d'autres choses sont des fois reliés à les drogues. Mais de temps en temps, les drogues ou l'alcool aussi changent les chimies de nos corps qui affectent la manière que notre équilibre ça marche dans nos corps aussi. Aussi, on parle à propos des constances sociales et économiques. Alors, on parle bientôt à propos de la stress, mais lorsqu'on a dit différents facteurs comme économiques, comme social, ça change la manière qu'on apprend à s'adapter. Puis, lorsqu'on a aussi beaucoup de stress pour une long temps, puis c'est vraiment intensif pour nous autres, ça peut influencer nos chances aussi d'avoir l'expérience d'une maladie mentale. Ça aussi pourrait être les facteurs environnementaux, c'est quoi de notre environnement. La hérédité, c'est important de parler à propos de ça parce que ça ne dit pas que si quelqu'un de nos familles, nos parents ont été atteints d'une maladie mentale, que nous autres, on recevra un diagnostic d'une maladie mentale. Mais ça peut augmenter la chance. Alors, par exemple, généralement, on dit qu'une personne sur 100 sera atteinte du bipolaire, de la schizophrénie. Mais s'il y a quelqu'un, une de nos parents ou d'autres personnes dans nos familles, on dit peut-être la chance pourrait être plus grande pour nous autres qu'une sur 100. Mais encore, ça ne dit pas que ça sera notre expérience. Puis finalement, on parle à propos d'autres maladies. Alors, lorsqu'on parle à propos des maladies physiques, on généralement dit que les maladies physiques sont aussi reliées à la maladie mentale. Puis parce que les maladies physiques aussi, ça change la chimie de nos corps, que ça change l'équilibre, ça change la manière que nos cerveaux, ça marche. Puis lorsqu'on aussi on essaie de s'adapter à nos maladies physiques, ça peut changer le niveau de nos stress, le niveau de l'anxiété, puis d'autres symptômes comme ça aussi. Alors, ceci, c'est le continuum de la santé mentale puis la maladie mentale. C'est important de parler à propos parce que des fois, des personnes disent, ben, moi, j'ai pas la maladie mentale, ça m'affecte pas. Mais la réalité, c'est que tout le monde se trouve sur ce continuum à un temps et une autre. C'est juste que des fois, se trouve dans les différentes places, mais ça change toujours. Ça change dépendant des changements de leur vie. C'est qu'est-ce qui se passe, nos symptômes, comment ça va pour nous autres aujourd'hui, demain, c'est totalement différent. Alors, généralement, c'est divisé dans 4 quadrants. Le premier cadran ici, c'est où est-ce qu'on a la santé mentale optimale, puis on n'a pas des symptômes de la maladie mentale. Quelqu'un ici dans ce cadran, ça va vraiment bien, ou même avec le stress, ils peuvent s'adapter à ce qui se passe autour d'eux autres. Même si peut-être il y a un peu de stress dans leur vie, ils peuvent se gérer le stress avec les ressources ou les stratégies qu'ils ont. Ici, on voit aussi quelqu'un avec pas ou même juste un couple de symptômes de maladie mentale, puis mais leur santé mentale, c'est pas aussi optimal à ce temps ici. Alors comme ça pourrait être quelqu'un qui a un peu de la stress dans leur vie. Soit que peut-être il a la deuil, il a le stress au travail, le stress personnel, puis ça change la manière qu'on pense. Alors, comme ça, on se trouve plus bas sur la continuum ici. Puis peut-être, lorsque notre santé mentale, ça descend un peu, aussi peut-être le stress qui s'en vient nous affecte avec l'anxiété, on commence à avoir de l'inquiétude. Alors, on commence à aussi se prendre par là aussi. Les personnes qui se trouvent, lorsqu'on se trouve dans ce quadrant ici, ça veut dire qu'il y a des symptômes plus intensifs ou plus sévères de la maladie mentale, mais que la personne se gère les symptômes pas mal bien, puis ils ont une bonne santé mentale. Alors, pour les personnes avec les symptômes sévères, lorsqu'ils trouvent un bon traitement, lorsqu'ils trouvent peut-être des bonnes stratégies, ça commence à diminuer
l'impact des symptômes sur la personne ou leur santé mentale. Alors même avec l'expérience des symptômes, toujours, ils peuvent encore continuer avec une santé mentale bien. Finalement, ce quadrant ici, c'est où est-ce qu'on trouve généralement les personnes qui sont plutôt dans une crise ou plutôt avec des grands troubles de santé mentale. On voit des grands symptômes de maladie mentale, puis aussi on voit des personnes avec des santé mentale plus fragiles. Alors comme ça pour les personnes, généralement, c'est ce quadrant ici, quand on voit les personnes qui commencent, généralement les deux ici, mais plutôt ici, quand on voit les personnes qui rentrent dans le système de santé mentale. C'est où est-ce qu'on voit des fois, oh, quelque chose se passe, je ne vais pas bien, j'ai des grands symptômes, j'ai besoin d'aide. Mais malheureusement, c'est autant des fois d'une crise qu'on voit ça. Lorsqu'on parle à propos de la média, généralement, quand on parle à propos de la stigma de la maladie mentale, ce qu'on voit dans la média, c'est généralement démontré par le quadrant-là. Mais la réalité, c'est que nous, tout le monde se trouve dans tous ces quadrants. Alors même moi, par exemple, moi, je peux se traverser d'ici à là, puis on traverse toujours. Alors, même si on se trouve ici, ça ne dit pas qu'on aura surtout un diagnostic de maladie mentale. C'est juste que vraiment notre santé mentale peut-être ne va pas bien. Mais si on se trouve pour un plus longtemps là-bas, c'est un grand signe pour nous autres qu'on a besoin d'aide. Alors, lorsqu'on parle à propos de la stress, le stress est vraiment basé sur le besoin de s'adapter à les changements de la vie, puis la nécessité de nos corps à s'adapter à ces changements aussi. Alors, la plus bonne définition que j'ai jamais trouvée pour le stress, c'est que le stress arrive lorsque les pressions sont plus grandes que les ressources qu'on a pour s'adresser aux disponibles. Alors, la meilleure définition que moi j'ai trouvée pour le stress, c'est que les stress arrivent lorsque les pressions qu'on a dans la vie sont plus grandes que les ressources qu'on a pour gérer les pressions ou éliminer les pressions dans nos vies. Alors, c'est ça que ça veut dire, c'est que même si on a un grand temps de stress dans nos vies, si on a les stratégies pour s'adapter, si on a les ressources, soit de soutien des autres personnes ou des ressources pour nous autres, pour promouvoir notre santé mentale, le stress ne sera pas aussi grand pour nous autres. Mais ça aussi relié à la résilience. Le stress, ça vient de toutes les différentes directions de nos vies. Ça vient externe, les choses dans nos environnements, les personnes autour de nous autres, nos relations, puis aussi les choses internes, comme notre estime de soi, notre attitude, aussi notre manière de penser, notre habilité de s'adapter, nos sentiments physiques. Mais généralement, le stress est divisé dans 4 différentes catégories, des différents facteurs qui influencent ça. Alors, c'est les choses dans notre environnement. Alors, est-ce que notre environnement autour de nous autres, c'est quelque chose de calme? Est-ce que c'est un environnement que nous autres sommes confortables? Est-ce que c'est un environnement qui, des fois, on a d'anxiété? Est-ce que c'est stressant des fois? Puis je donne l'exemple. Des fois, quand moi, je suis entourée de beaucoup de personnes, ça me stresse un peu, juste parce que des fois, moi, j'aime mon espace personnel. Moi, j'adore d'être autour des autres personnes. Mais aussi, j'aime beaucoup d'avoir un peu d'espace. Alors, lorsque je suis des fois à des concerts ou des grands événements, lorsque je suis entourée de beaucoup de personnes, pour moi, le stress d'environnement et aussi relié à la sociale, ça m'affecte un peu. Alors, moi, j'ai besoin de trouver des manières pour s'adapter à ça. Le stress social, il y a des personnes qui sont confortables avec une autre personne. Il y a d'autres personnes qui sont confortables avec une couple de personnes. Puis il y a beaucoup de personnes qui aussi sont confortables dans les grands groupes.
La réalité, c'est que le stress social est relié à les relations, c'est relié à les personnes autour de nous. Puis on a différentes sortes de relations. On a les relations personnelles, on a les relations professionnelles, on a même les relations avec des personnes qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais tout ça peut ajouter à nos stress ou les pressions. Il y a aussi le stress physiologique. Puis comme ça, le stress physiologique, c'est le stress de notre corps aussi. Alors, si quelque chose ne va pas bien dans nos corps, si notre chimie, ça change, tout ça, ça change la manière qu'on sent. Vous savez, des fois, les personnes qui sont, quand on se sent chaud, nous sommes toutes chauds, ça affecte notre humeur des fois. Mais d'autres personnes, lorsqu'ils se sentent chauds physiquement, ça ne les affecte pas. Pour d'autres personnes, lorsqu'ils ont une rhume, pour des personnes, c'est vraiment difficile d'avoir une rhume. Mais pour moi, ça ne m'affecte pas beaucoup. Mais lorsque j'ai cassé mon bras quand j'étais petite, pour moi, c'était un grand stress. Je n'aimais pas d'être pas capable de participer dans les activités, par exemple. Alors pour moi, on trouve les différents stress physiques ou physiologiques qui nous affectent de temps en temps aussi. Puis finalement, c'est nos pensées, la manière qu'on pense. Il y a des personnes qui peuvent penser dans une manière positive. Il y a d'autres personnes qui se sont trouvées dans les trappes de pensée. Alors, des personnes, s'ils sont plus négatifs qu'eux autres, ou ils n'ont pas l'espoir que les choses vont améliorer des fois, c'est difficile d'avoir des bonnes ressources. Alors, lorsqu'on parle à propos de la réponse non stress, lorsqu'on parle à propos c'est quoi le stress, c'est comment le stress se garde pour nous autres, puis c'est quoi ce que ça ressemble. Le stress se présente dans nos corps comme des symptômes mentaux puis aussi physiques, mais vraiment plutôt physiques que mentaux des fois. Généralement, on fait l'association de la stress à la maladie, à les symptômes physiques, mentaux, mais la réalité, c'est que le stress, ça ressemble à les mal de tête. On a les symptômes, peut-être la difficulté à concentrer. Des fois, c'est les difficultés avec nos digestions. Ça pourrait être aussi que nos cœurs, ça pousse plus vite. On a un peu de difficulté à respirer. Pour des personnes, même on voit des personnes qui se présentent à un médecin parce qu'ils ont des symptômes d'une attaque à cœur. Mais la réalité qu'ils trouvent après, c'est que c'était beaucoup de stress. Alors, lorsque l'énergie pour s'adresser à la stress est utilisée, puis on n'a pas d'énergie qui reste, les ressources qui restent pour s'adresser ou s'adapter à la stress, notre corps, ça change à une réaction. On dit combat ou fuite. Puis comme ça, c'est que notre corps a besoin de décider c'est quoi qu'on fait. Il y a trop de stress, moi je suis dans le danger, puis j'ai besoin de faire quelque chose. Lorsque cela ça arrive, notre cœur, ça prend plus vite. Notre respiration, c'est moins forte. Aussi, tout nos corps, nos santé, nos poumons, ça change. Notre système nerveux, ça change. Nos muscles, ça change. La sang, puis la manière que ça traverse dans notre corps, ça change. Tout dans une manière pour nous aider à gérer le stress. Alors, ce n'est pas justement une réaction mentale, c'est plutôt une réaction physique aussi. Mentalement, on voit aussi la difficulté à concentrer. On voit des fois, même juste, on ne peut pas résoudre les problèmes. On commence à penser que les choses ne vont pas améliorer. On pense que les problèmes sont insurmontables. Alors, il y a beaucoup aussi des différents symptômes mentaux aussi que physiques, mais c'est vraiment important de se sensibiliser à vos propres symptômes parce que les symptômes pour moi ne sont pas les mêmes symptômes pour toi. Alors, lorsqu'on parle à propos de la résilience, c'est quoi la résilience? Moi, je vais lire la définition pour vous autres. La résilience est le processus
qui consiste à bien s'adapter face à l'adversité, au traumatisme, aux tragédies, aux menaces ou aux sources d'importantes de stress, comme les problèmes familiaux et relationnels, les problèmes de santé graves ou les facteurs de stress professionnel et financier. Ça signifie rebondir après les expériences difficiles. C'est ça que c'est la résilience, c'est de rebondir avec ce qui en fait se passe. Alors, comme j'ai mentionné avant, que lorsque je parlais à propos de la résilience, c'est différent à tout. Puis c'est jamais trop tard à améliorer vos résiliences. C'est jamais trop tard de trouver des nouvelles manières pour s'adapter, pour faire face à la stress, pour trouver des différentes ressources ou stratégies. Mais lorsqu'on améliore notre résilience, notre santé mentale ne va pas être affectée des fois aussi beaucoup que si notre résilience n'était pas aussi forte. Alors, comment est-ce qu'on peut développer la résilience? C'est d'établir les liens. Un grand facteur pour la résilience, c'est d'avoir les liens avec les autres personnes dans les bonnes relations. Alors, les relations saines sont si importantes pour la santé mentale. Si vous avez une personne ou deux personnes qui sont des bons soutiens pour vous autres, qui vous donnent du confort, que vous êtes confortable d'être si vous êtes confortable d'être qui que vous êtes avec eux autres, vous n'avez pas l'inquiétude à propos d'eux autres généralement. Il y a toujours des conflits dans les relations, mais lorsqu'on peut former plus de relations, on aura des bons liens. Puis, lorsqu'on sait qu'on a les liens, on peut faire plus de connexions sociales. Il y a même maintenant, durant la pandémie, on a commencé à faire des différentes études au cours du Canada puis autour du monde sur la solitude. Puis on a trouvé un grand lien aux solitude puis la dépression des fois, ou la solitude puis l'anxiété. Alors, on a aussi trouvé que les liens sociaux ou les connexions avec les autres mondes, soit que c'est virtuel ou même en personne, peuvent s'améliorer la résilience puis nos habiletés de s'adapter à stress. Aussi, de concentrer sur établir nos pensées que nos troubles ne sont pas insurmontables. Lorsqu'on commence à trouver ou à déterminer que nos troubles ou le stress qu'on fait face à, c'est insurmontable, notre résilience, c'est plus diminué parce qu'on ne voit pas l'espoir. On a besoin de l'espoir pour la résilience. On a besoin d'avoir la croissance qu'on peut surmonter ce qui se passe. Alors, même si des fois, ça sent trop grand pour nous autres, le problème c'est trop grand, ça ne va pas être surmontable, on a besoin de nous donner un peu d'espoir pour la surmonter. On a aussi besoin d'accepter les changements qu'on n'a pas le contrôle dessus. Les changements de nos vies vont toujours arriver. On ne peut pas éliminer le stress. On peut jamais éliminer les changements de leur vie. Mais on peut trouver les manières de s'adapter. On a besoin d'accepter qu'il y a toujours les changements qui vont arriver, puis il y aura toujours des choses qu'on n'a pas beaucoup le contrôle dessus, mais comme ça, on peut trouver la manière pour s'adapter. On a besoin aussi de prendre des mesures décisives. Lorsque nous sommes stressés, lorsque ça ne va pas bien dans nos vies, c'est des fois qu'on se trouve dans une situation où on ne peut pas se résoudre les problèmes ou faire des décisions. Mais lorsqu'on ne fait pas les décisions, on ne peut pas procéder. On ne peut pas surmonter les problèmes. Lorsqu'on commence à faire les décisions, ça nous donne une autre étape envers nos buts, envers la bonne santé mentale, envers de résoudre le problème qui nous fait face. Aussi, de partager les préoccupations avec quelqu'un.
Des fois, lorsqu'on a des préoccupations, nous sommes un peu gênés pour parler à propos de ça. La réalité, c'est que si on ne parle pas, c'est nous autres, nos pensées, qui vont continuer d'être affectées par ça. Mais si on prend du temps de parler avec quelqu'un, soit un ami, un membre de famille, un professionnel, une enseignante, une employeur, n'importe personne, lorsqu'on prend le temps à parler, ça nous aide à aussi trouver une différente perspective. Ça nous aide à enlever un peu de stress de nos pensées aussi. Aussi, lorsqu'on parle à propos de la résilience, c'est cultiver une image positive de vous-même. Aussi, garder les choses en perspective. C'est ce qu'on dit que ceci, ça ne va pas être en réalité pour toujours. Lorsqu'on se trouve dans une situation stressante, des fois, ça commence à sembler que ça serait notre perspective, notre situation pour toujours, ou que ça ne va pas changer, ou que les choses, ça devient plus mal même. Mais on a besoin de prendre la perspective. C'est quoi qui arrive? Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce que sont les étapes que moi je peux prendre pour améliorer mes pensées, pour améliorer mon situation? Des choses qui pourraient s'aider à vos pensées, c'est de concentrer sur une couple de différentes stratégies. Alors, c'est quoi que tu peux concentrer dessus? Sur nos forces et pas sur nos faiblesses. Alors, généralement, on a besoin de commencer à concentrer sur les choses qu'on peut changer, puis pas les choses qui ne sont pas de nos contrôles. Les choses qu'on a les forces dessus, si nous sommes toujours concentrés sur nos faiblesses, on ne va pas avoir la conscience de nos forces. On veut pas se concentrer ou d'utiliser nos forces pour nous aider ou pour poursuivre notre traitement ou poursuivre notre résilience ou même faire face à ce qui se passe dans nos vies. Aussi, au lieu de toujours essayer de réparer les choses, concentrer sur ce quoi qui va bien. Alors, soit c'est que dans la pandémie, soit c'est que dans un conflit au travail ou des difficultés dans les relations, n'importe quoi. Lorsqu'on a des choses qui ne vont pas bien, c'est facile des fois pour concentrer sur ce quoi qui ne va pas bien. Mais si on peut aussi même concentrer sur les choses qui vont bien. Alors, par exemple, si moi, j'ai un conflit au travail, puis chaque jour, moi, je vais au travail, puis je pense toujours à ce conflit. Mais j'oublie qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent à ma maison. J'ai une petite fille qui me donne beaucoup de la joie. J'ai des activités personnelles que moi j'aime faire. J'ai aussi beaucoup de bonnes choses qui passent à mon boulot que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'oublie tout ça des fois parce qu'il y a un conflit. Alors, des fois, c'est aussi juste de prendre la perspective puis concentrer sur les choses qui sont bien. Puis ça change aussi nos attitudes aussi. Connaître la différence sur ce que vous pouvez changer puis changer pas. Puis aussi, nous pouvons seulement changer notre réponse puis pas les comportements ou les réactions des autres personnes. Vraiment, on veut changer des fois la manière que les autres personnes se comportent, les autres personnes se réagissent avec nous autres. La réalité qu'on a besoin de vraiment prendre conscience de, c'est que nous sommes responsables pour notre propre réaction, pour nos propres choix. Puis nous pouvons prendre les étapes ou les choix pour nous aider ou aider les autres personnes. Mais juste de souvenir que nous pouvons se contrôler de nos propres comportements, mais pas les réactions des autres gens. Alors, c'est quoi la mieux-être? La mieux-être, c'est de sentir bien, de se sentir confortable, heureux et en santé. Le bien-être ou la mieux-être, c'est vraiment une terme qui décrit tous les différents aspects de notre bien-être. Alors, l'aspect physique, mental, spirituel, financier, n'importe chose.
Et lorsqu'on parle à propos de ça, c'est de vivre une certaine satisfaction personnelle. Alors, on a des fois, on trouve un équilibre dans les différents aspects de nos bien-être. On a aussi un rôle et une raison pour là de nos vies. Généralement, lorsqu'on parle à propos de la mieux-être, c'est juste la manière qu'on se sent. On a une bonne santé physique, on a la bonne santé mentale, nous sommes engagés dans le monde autour de nous autres, on peut s'adapter, nous sommes calmes, mais même avec les choses qui passent. Alors, c'est pas encore, comme j'ai dit déjà, d'enlever les stress, d'enlever les problèmes de santé physique ou mentale. C'est juste qu'on s'adapte puis ça sent bien. Alors, les différentes dimensions de la mieux-être sont la physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, environnementale, financière, professionnelle et aussi sociale. Lorsqu'on parle à propos de la mieux-être, on ne peut pas voir la mieux-être avec seulement une ou deux de ces différentes dimensions. On a besoin de mettre la concentration sur chacune. Par exemple, si moi, j'ai la santé physique, mais pas la santé mentale, ben ma santé physique ou la mieux-être physique va être affectée. Même que si généralement, j'ai une bonne santé mentale, mais ma mieux-être intellectuelle, moi, je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre des choses. J'aime beaucoup les défis d'apprendre, j'aime des différents problèmes à résoudre, j'aime la créativité. Si moi, je me trouve dans une situation ou un travail ou n'importe où est-ce que je ne peux pas utiliser ma créativité ou les différents aspects intellectuels, mon mieux-être, ça ne sent pas aussi bien dans cette section-là. Puis lorsque on a une section ou une couple de différentes dimensions qui ne sont pas aussi bons au niveau de la satisfaction, nos mieux-être sont affectés. Alors, les ressources communautaires de base, la CSM, ceci c'est un modèle utilisé par soit notre bureau national, mais aussi aux différents niveaux provincial et rural. C'est un bon modèle parce que ça démontre les différentes ressources qu'on a besoin comme humains pour s'adapter à les choses qui sont autour de nous autres, soit la santé mentale ou physique. Mais avec ce modèle, on peut s'adapter puis trouver l'aide. Alors, on voit que la personne, nous autres, on est là. On est au milieu parce que ce qu'on a besoin, c'est autour de nous autres. Puis, c'est pas qu'on a besoin de créer un système puis mettre la personne dans le système. Pour avoir un système qui marche pour la personne, on a besoin de créer des ressources et des programmes et des services qui sont adaptés à la personne, à leurs besoins. Alors, on a la personne au milieu. Autour de la personne, on a l'équilibre, excuse-moi. Autour de la personne, on a les familles et les amis. On a déjà parlé beaucoup à propos de l'impact d'avoir les liens. Mais d'avoir les membres du famille puis les amis qui sont autour de la personne, qui aident à prendre soin, donnent les liens, donnent les connexions, c'est une place qu'ils ont dans leur vie. Une autre, c'est les auto-assistances et organismes de consommateurs. Alors, on a besoin des places où est-ce qu'on peut faire des groupes de services, des différents services autonomes, mais aussi de parler avec d'autres personnes qui ont une expérience similaire à nous autres. Alors, même comme soit des pères aidants, mais lorsqu'on fait comme des groupes de soutien ou des groupes autonomes comme ça, on a une différente perspective, puis il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'aide dans les aspects-là. Aussi, on a les services de santé mentale. Cela, ça décrit les services comme la santé mentale et dépendance qu'on a au gouvernement ou soit dans la communauté. Et finalement, on a les services de groupes communautaires génériques. Cela, c'est important parce que ce n'est pas justement les services cliniques qu'on a besoin pour promouvoir la santé mentale. Soit aller au gymnase, soit faire des activités personnelles. On a besoin toujours d'accès à les différents services et groupes communautaires.
Puis vous voyez, autour de tout ça, il y a 4 différents mots. Ces mots sont vraiment importants parce que cela, c'est les bases de besoins pour les personnes pour être capable de encore accéder l'aide. Alors, il y a le logement, il y a le travail, l'éducation et aussi le revenu. On met ça là parce que lorsqu'on parle à propos des besoins d'une personne, moi, j'ai besoin de quelque part à vivre. Moi, j'ai besoin d'un peu de revenus. Parce que si moi, j'ai pas quelque part à vivre, si moi, j'ai pas beaucoup de revenus, ma concentration ne sera pas d'aller aux les services de santé mentale. J'aurai besoin de trouver un travail pour continuer d'avoir du logement. Moi, si j'avais toutes mes ressources de base, comme le logement, le travail, le revenu, comme ça, moi, je serais plus préparée à engager dans les services de santé mentale. Aussi, on a un modèle de ressources personnelles. Cela est que la personne est en contrôle de sa propre vie. Autour d'eux autres, ils ont la compréhension pratique de la santé mentale, le rôle et la raison d'être. Aussi, on a l'image positive de soi et l'inclusion et appartenance. Comme ça, c'est toutes les choses qu'on a déjà parlé à propos de la résilience. Mais c'est si important que la personne a ça. Parce que si la personne n'a pas tout ça, c'est vraiment difficile aussi de s'engager dans les systèmes pour s'adapter. Mais plus qu'on a la conscience, la pleine conscience, plus qu'on a la résilience, plus qu'on a l'inclusion, puis tout ça, les personnes peuvent s'adapter dans une manière meilleure dans le système. Aussi autour d'eux autres, même juste pour créer ça, on a besoin de l'espoir, la résilience, le mieux-être et aussi la confiance. On voit que les modèles ils marchent ensemble. On ne peut pas avoir une avec l'autre, sans l'autre, je m'excuse. On ne peut pas avoir les services sans l'espoir. On ne peut pas avoir l'espoir ou la résilience sans les services. Mais on a besoin d'avoir les besoins de base pour aider les personnes à s'adapter. Lorsqu'on parle à propos de la manière qu'on pense et nos comportements, nos santé physique, puis tout ça, nos émotions, c'est tout basé sur une modèle de CBT. Puis, cette modèle, ça démontre que nos pensées, nos comportements, nos sentiments physiques sont tous liés. Alors, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a une pensée, ça peut être à propos de nous autres ou quelque part autour de nous autres, ça nous affecte la manière que, comme ça, on va avoir le sentiment. Puis comme ça change le comportement, puis en tout, ça aussi change la sensation physique. Cette cycle peut aussi commencer à n'importe place. Ça commence pas justement toujours avec les pensées. Puis je peux vous donner un exemple. J'ai une amie qui, des fois, elle est malade, puis elle est malade pas mal souvent. Puis lorsqu'elle est malade, elle a besoin de téléphoner son employeur, puis elle dit « Ah, je suis malade encore, je peux pas venir ». Puis son employeur, c'est pas aussi beaucoup flexible, mais elle donne la journée de santé physique. Comme ça, ses pensées deviennent « Ah, je suis pas une bonne employée. Mon employeur est fâché contre moi. Je suis pas une bonne personne. » Puis comme ça, ses sentiments, ça change. Elle commence peut-être à se sentir triste. Elle commence à avoir de l'anxiété. Puis comme ça, ses sensations physiques, ça change parce que elle pas aussi beaucoup peut-être d'énergie. Puis son comportement, peut-être, elle fait pas aussi beaucoup qu'elle faisait avant. Alors, au lieu de retourner au travail la prochaine journée, peut-être elle aura besoin d'une autre journée, puis elle reste dans la lit seulement. Puis comme ça, la prochaine journée, elle va téléphoner son employeur encore, puis elle dit « Ah, ça va pas bien ». Puis l'employeur encore n'est pas aussi flexible, mais elle a dans la journée. Puis encore, elle pense « Ben, je suis pas une bonne employée. Ben, eux autres ne m'aiment pas. Eux autres n'auraient pas besoin de moi non plus. » Puis ça continue dans un cycle. Puis il y avait une fois que même, elle avait besoin de quitter l'emploi parce que
elle a pensé que l'employeur n'aimait pas après ça. Mais elle a beaucoup de différents troubles physiques. Après ça, c'est aussi important de savoir que même que les pensées pilastiques peuvent aller dans une manière négative, ça peut aussi nous affecter dans une manière positive. Alors, l'amie que moi j'ai mentionnée, elle a trouvé un nouvel employeur. Puis l'employeur est vraiment flexible, mais il comprend beaucoup que les personnes ont besoin de la journée de la santé des fois. Alors, il y avait une des journées qu'elle avait besoin de se téléphoner, puis elle avait une journée de santé. Puis l'employeur a dit, « Oh, je comprends complètement. Prends la journée pour vous autres, restez, puis revenez quand tu es confortable. » Elle a pensé, « Wow, moi j'ai la valeur pour l'employeur. Il m'a dit que de rester, il me comprend. Alors moi, ça me sent bien. Moi, je suis confortable, je suis plus calme, mes pensées sont plus calmes. Comme ça, ses sentiments ne sont pas aussi stress, ils sont plus positifs. Puis comme ça, ses comportements, elle est plus engagée. Même s'ils ne sont pas bien physiques, elle a encore un peu s'engager, faire des choses productives. Puis encore, ses sentiments physiques changent. Alors, même comme les cycles peuvent arriver dans une manière négative, ça peut aussi changer pour nous autres dans une manière positive. La raison qu'on parle à propos de ça, c'est que nous autres, on a le choix des fois de changer même une de ces 4 différents facteurs sur notre cycle. Si moi, je peux trouver une manière de changer mon comportement, changer mes pensées, changer nos sentiments, comme ça, moi, j'ai l'habilité de commencer à changer la cycle. Alors, lorsqu'on fait face à des stress dans nos vies, c'est important de savoir que des fois, on a le pouvoir de changer ça. Une autre chose d'être sensibilisé à propos, c'est la manière qu'on réagit à la stress. Il y a des personnes qui réagissent dans le stress dans une manière active, dans une manière passive, puis aussi dans une manière qui est soit mélangée ou même qui ne savent pas. Alors, pour les personnes qui sont actives, eux autres, lorsqu'il y a un stress, il y a beaucoup de peut-être l'irritabilité, d'anxiété, et des fois les personnes ils marchent très vite ou ils ont besoin de frapper quelque chose ou ils peuvent pas se concentrer. Comme ça, les personnes qui sont plus stressées comme ça, ils ont besoin de différentes ressources pour se calmer. Des personnes pensent que des fois la musique, ça aide, faire du yoga, de se relaxer, de faire des exercices de pleine conscience. Il y a aussi des personnes qui font le retrait, qui sont plus passives avec le stress. Alors, ils font plutôt la solitude, l'isolement lorsqu'ils sont stressés. Pour les personnes là, ils ont besoin de plus de stimulation. Alors, de faire des choses comme l'exercice physique, peut-être d'écouter la musique qui nous motive. Il y a des différentes stratégies sur la diapo ici qui vous démontrent qu'on peut faire différentes choses pour nous donner la stimulation pour réagir à la stress lorsque nous autres sommes plus passifs ou isolés à propos de ça. Puis lorsqu'on a un mélange des différentes sortes de réactions, cela c'est à reconnaître c'est quoi mon réaction. Comment est-ce que moi, je s'adapte à la stress, puis comme ça, s'adresser si peut-être, dépendant de la stress, j'ai besoin de trouver une différente catégorie pour une différente ressource pour le stress. J'ai déjà parlé à propos de la pleine conscience. Une des différentes stratégies dans la pleine conscience, c'est aussi de faire les bonnes respirations et les activités de respiration. On pense des fois, comment est-ce que juste respirer peut aider moi à gérer le stress? Mais les activités de respiration de pleine conscience sont prouvées avec la recherche puis la science de changer la chimie de nos corps. Alors, une technique de la pleine conscience, c'est aussi de faire la respiration puis les différentes techniques de respiration. Moi, je vous encourage d'explorer les différentes techniques de respiration parce qu'il y en a beaucoup. Puis, l'une qui marche la meilleure pour toi, ça sera différent pour quelqu'un d'autre.
Mais lorsqu'on a parlé déjà à propos de l'impact de la stress sur nos corps puis notre système nerveux, la chose importante à savoir, c'est que lorsqu'on enlève le stresseur ou les facteurs de stress de nos vies, on n'enlève pas le stress de nos corps. Alors, des fois, on entend des personnes dire qu'au fin du pandémie ou au fin de mon projet au travail, moi, je ne serai pas stressée. Mais même lorsqu'on enlève les différentes choses qui nous donnent le stress, ça existe encore dans nos corps. Alors, on a besoin de prendre des stratégies comme la respiration ou d'autres. Il y a 8 différentes choses qu'on pourrait faire pour aider notre système nerveux. Mais la respiration peut nous aider à se calmer puis enlever un peu le stress du système nerveux. Alors, la technique ici, c'est le 4-7-8. Le 4-7-8, c'est déterminé par la science pour nous aider à calmer notre cerveau, à calmer notre corps. Puis la manière qu'on fait ça, c'est qu'on va inspirer pour 4 secondes, on va retenir pour 7 secondes, puis après ça, on va expirer pour 8 secondes. Puis enfin, on va continuer par inspirer pour 4, puis continuer dans la cycle pour ça. Moi, je vous encourage de faire ça au moins 10 fois si vous pouvez. Puis, des fois, les personnes disent, j'ai pas le temps de faire ça. Mais vous pouvez ajouter ça à votre routine. Lorsque vous conduisez au travail, lorsque vous lavez la vaisselle, vous prenez une douche ou n'importe autre chose, vous allez pour une marche. Prendre le temps pour faire la respiration, c'est pas mal important parce qu'on ne fait pas ça justement face à la stress. On peut faire ça aussi proactivement pour s'adapter, pour augmenter nos résiliences. Alors moi, je vais faire la respiration avec vous autres. Moi, je vais compter pour vous autres. Alors, je vous invite de s'asseoir confortablement, de prendre une bonne position, de laisser ton café pour 1 minute, puis juste de me suivre. Si vous avez la difficulté à retenir pour 7 ou expirer pour 8, ne vous forcez pas. C'est une technique plus calme. Alors, si la 7 puis la 8, ça ne marche pas pour vous autres, peut-être essayez comme 5 et 6. Puis après du pratique, vous trouvez que vous pouvez se rendre à les plus grands nombres de secondes aussi. Alors, on va commencer. Alors, inspirez pour 4. 1, 2, 3, 4. Retenez pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, remarquez si vous voyez des changements de votre corps, de vos pensées. Vraiment, si vous pouvez la faire au moins 10 fois, c'est vraiment important pour vous aider la santé. Je vous invite, lorsque vous faites l'activité, de aussi suivre le cercle. Ça nous aide à faire quelque chose de visuel pour nous calmer aussi lorsque vous faites ça. Pour des personnes, la respiration, ça marche très bien. Pour d'autres personnes, c'est une différente technique.
Mais il y a beaucoup de différentes techniques de respiration. Alors, moi, je suggérerais d'essayer une couple de différentes unes avant de décider c'est quoi qui marche le meilleur pour toi. Alors, comme ça, je vous invite de prendre temps pour faire une activité de respiration. Vous pouvez même poser la vidéo pour la faire. Alors, on va respirer, inspirer pour 4 secondes, la tenir pour 7 secondes, expirer pour 8 secondes, encore inspirer pour 4, puis continuer la cycle 10 fois. Des fois, j'ai des personnes qui disent « Ah, ben, j'ai pas le temps de faire ça. » Ben, tu n'as pas besoin d'un environnement parfait pour la faire. Vous pouvez la faire lorsque vous lavez la vaisselle. Vous pouvez la faire lorsque vous brossez les dents ou vous êtes dans une douche, n'importe place. Il y a pas... Lorsque vous avez même l'anxiété, vous pouvez faire face à l'anxiété ou face à la stress, mais aussi vous pouvez la faire proactivement à augmenter vos résiliences. Le plus qu'on peut pratiquer les différentes activités de pleine conscience, la meilleure pour nous autres. Il y a même aussi d'autres que vous pouvez trouver sur ligne. Je vous encourage de visiter notre site web qu'on va vous offrir au fin ou d'autres sites web sur la pleine conscience pour trouver des différentes activités pour ça. Il y a aussi la pleine de conscience 5, 4, 3, 2, 1. Ceci, c'est quelque chose de plus courant dans les médias maintenant, mais ce qu'on fait, c'est qu'on trouve les manières pour amener la conscience à notre environnement et à nos sécurités. Lorsqu'on a l'anxiété ou le stress, le plus qu'on peut se souvenir que nous sommes dans un environnement sécur, que nous sommes corrects, que nous pouvons se connecter avec l'environnement autour de nous autres, ça aide à diminuer un peu le stress. Alors, on va asseoir ou tenir debout quelque part confortable, puis on va commencer à nous demander, c'est quoi 5 choses que vous pouvez voir dans vos environnements? Alors, ça pourrait être les lumières, les photos, votre ordinateur, la pupitre, n'importe quoi comme ça. Juste 5 choses que vous pouvez voir. 4 choses que vous pouvez toucher. Alors, si vous êtes au lit, peut-être c'est une partie de le lit. Si vous êtes dans vos bureaux, peut-être c'est un stylo, c'est la table. Même beaucoup, j'encourage les personnes de juste toucher la plancher en dessous de vous autres. Mettre les 2 pieds sur la plancher, puis juste sentir que vous êtes sur une place calme. Après ça, on va vous demander pour trouver 3 choses que vous pouvez entendre. Alors, cela, ça pourrait être de la musique, les bruits autour de vous autres. 2 choses que vous pouvez sentir. Alors, soit une chandelle, peut-être quelque chose que vous avez fait pour le dîner, n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez sentir? Des personnes, j'ai une amie qui porte du parfum, puis elle aime ça. Alors, des fois, elle dit, « Ah, oui, moi, je peux sentir ça. » Puis, au fin, une chose que vous pouvez goûter. Alors, cela, ça pourrait être d'eau. Ça pourrait être du café, n'importe quoi comme ça. Vous n'avez pas besoin de seulement faire ça face à la stress. Vous pouvez faire ça n'importe quand. Si vous trouvez ceci une bonne technique aussi, lorsque vous êtes stressé, vous pouvez mettre les 5, 4, 3, 2, 1 sur une petite carte puis porter avec vous. Vous pouvez aussi donner avec les amis que vous voyez, puis les amis peuvent faire ça avec nous autres, disant « Kristen, dis-moi 5 choses que vous pouvez voir. » Alors, on peut s'engager les autres personnes à faire des activités comme ça et on peut se demander nous-mêmes aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut développer une bonne santé mentale? J'ai déjà discuté beaucoup les points sur ça, mais juste pour élaborer, gérer le stress. Le moins le stress qui est sur notre corps et sur notre système nerveux, la meilleure que notre santé complète va être. Alors, lorsqu'on a une bonne santé physique et une bonne santé mentale, on aura plus de résilience. Alors, continuez de trouver les ressources. Reconnaître vos symptômes, reconnaître les différentes ressources et stratégies qui vous aident à s'adapter à la stress, puis comme ça, continuez de gérer le stress
au lieu d'essayer de juste éviter ou oublier que le stress arrive. Faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation saine. Juste comme l'exercice physique, l'alimentation, dans nos cas, ça nous affecte aussi mentalement. Améliorer l'estime de soi, s'adapter aux changements et gérer les émotions. Lorsqu'on a les émotions, des fois on pense « Ah ben, je suis triste. Ah ben, pourquoi est-ce qu'on s'en triste? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? » Prends conscience de nos émotions. Prends sensibilisation à propos des liens, les émotions, puis les choses autour de nous autres, ou qu'est-ce qui arrive dans nos vies. Parce que lorsqu'on fait les liens comme ça, on pourrait planifier ou adapter à les stratégies pour nous aider. Construire des relations positives, développer un réseau de soutien solide. Le plus grand réseau qu'on a, le meilleur soutien qu'on aura, puis cela, comme j'ai déjà discuté plusieurs fois, nous aide avec la résilience. Lorsque vous voyez quelqu'un d'autre peut-être qui a la difficulté de la santé mentale, vous pouvez toujours l'offrir de l'aide, cependant des différentes stratégies. Mais des fois, les personnes sont un peu gênées pour commencer la conversation. Alors, si vous ne savez pas comment commencer la conversation, moi, je vous encourage, vous n'avez pas la responsabilité à résoudre les problèmes pour les autres personnes. Vous n'avez pas la responsabilité à réparer les émotions, à réparer le stress. Mais comme humaine, on pourrait offrir du soutien ou juste offrir la chance à écouter, à être là pour quelqu'un. Alors, vous pouvez commencer la conversation comme « J'ai remarqué. J'ai remarqué que tu sens un peu stressé ou tu m'as dit que ça va pas bien chez vous autres. J'ai remarqué, c'est quoi que vous avez remarqué des changements? Puis, je suis là pour toi si jamais que tu veux parler. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais parler avec moi à propos? Dites-moi sans plus. Alors, lorsqu'ils commencent à parler avec vous autres, vous pouvez les demander s'ils sont confortables d'élaborer. Et lorsqu'ils commencent de discuter leur situation, discuter leurs émotions, ça les aide à trouver de sécurité dans une relation et le soutien que peut-être ils n'en voient pas avant. Après ça, ce que pouvons-nous faire ensemble? Ce n'est pas ton responsabilité à résoudre les problèmes, mais lorsque tu demandes qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vous donne la personne la chance à déterminer peut-être pour eux autres c'est quoi qui aidera eux autres, mais peut-être il y a quelque chose que tu pourrais faire comme faire un lien à une ressource, faire un contact pour eux autres, offrir d'informations. Et finalement, je suis là pour t'aider. Si jamais que tu veux parler encore, moi je suis là. Okay? Moi, je suis quelqu'un qui peut t'écouter. Moi, je vais supporter. Moi, je te crois. Alors, pour trouver l'aide ou à y accéder à n'importe quoi, la chose la plus importante, c'est que si vous voyez que ça ne va pas bien, demandez pour l'aide. Parlez avec quelqu'un. Puis si vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, vous pouvez aussi dire « ça ne va pas bien ». Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai besoin de l'aide. Il peut être difficile des fois de savoir où est-ce qu'on peut aller, mais c'est que juste de trouver quelqu'un que toi, tu as la confiance, soit une amie ou famille. Vous pouvez contacter une organisation comme la CSM de Nouveau-Brunswick. Nous autres, on a un rôle d'aider les personnes à naviguer le système, à savoir quoi les ressources, puis c'est quoi les services qu'ils offrent. Aussi de parler avec un médecin. Vous pouvez trouver une psychologue, vous pouvez trouver un conseiller, une travailleuse sociale, quelqu'un spirituel si c'est votre croissance aussi. Alors n'importe personne sur la liste ici, puis il y a une plus grande liste possible parce que n'importe personne que tu peux parler avec peut te faire des liens à les services de santé mentale. Alors si jamais vous avez des questions, ou vous voulez plus d'informations, je vous invite à visiter notre site web à www.nsm.ca
Aussi, vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux. Mais sur notre site web, on a beaucoup plus de vidéos au niveau de la santé mentale, la maladie mentale, les dépendances, la mieux-être. Puis aussi, vous pouvez trouver toutes les différentes cellules de nos programmes puis nos services. Et je vous encourage de contacter votre bureau de l'ACSM local dans votre propre région. Merci.